Bonjour et bienvenue à notre série de balados Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Dans cette série, nous nous entretenons avec des francophones aux quatre coins du Canada qui vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs, des proches aidants, des chercheurs et des intervenants afin de mieux comprendre comment les personnes atteintes et leurs proches se sont adaptées. Tout ça dans le but d'informer, de casser les préjugés et d'inspirer les personnes qui vivent avec cette réalité. Nous remercions notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement, un réseau de 350 chercheurs qui se consacrent à l'étude de la prévention et du traitement des maladies neurodégénératives telles la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à l'amélioration des soins aux personnes vivant avec de telles maladies. Pour en savoir plus, visitez le site ccna-ccnv.ca. Le Consortium canadien en neurodégénérescence associé au vieillissement est fier de soutenir la série de balados Les troubles neurocognitifs, parlons-en. Notre invitée aujourd'hui est Claire Gilonardo. Claire est native de Timmins, dans le nord de l'Ontario, et habite maintenant dans la région de Peel. En 2014, alors qu'elle avait à peine 55 ans, Claire a reçu un diagnostic de Parkinson. Suite à ce diagnostic, Claire a dû repenser à son avenir et faire d'autres projets de vie. Une période très difficile qu'elle qualifie de traumatisante. En contrepartie, cette période lui a aussi permis d'élargir son cercle social, de s'impliquer auprès de sa communauté et de renouer avec son amour des arts. Claire et moi avons discuté de tout ça et bien plus encore dans le balado qui suit. Quand on s'est parlé, vous nous avez dit que vous aviez reçu un diagnostic de Parkinson en avril 2014, mais ça faisait quand même quelque temps que vous aviez des symptômes. Qu'est-ce que vous aviez remarqué en premier? J'ai remarqué que ça tremblait ici, là. Mhm. Le... Mais c'était quasiment 24 sur 24. Et puis, j'ai été, j'ai commencé par le médecin de famille, poser des questions. J'ai lu à l'Internet qui disent de ne pas faire, mais je l'ai fait pareil. Et puis, il disait, non, non, vous êtes en bonne santé, tout va bien. Mais j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Et puis, ma tension artérielle était très haute. Et puis, c'est là qu'ils ont commencé à croire qu'il y avait un problème. Ils m'ont envoyé un neurologue ici à Brampton. Et puis, elle a pensé que c'était des tremblements essentiels. C'est le diagnostic que j'ai reçu en premier, qui est peut-être vrai, parce que des fois, les tremblements essentiels ça peut finir avec le Parkinson, ça peut changer. Mais moi, je ne le croyais pas. Je pensais vraiment que j'avais quelque chose de plus sérieux. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai finalement réussi à avoir un autre neurologue pour une deuxième opinion. Et puis, elle a fait le diagnostic rapidement. Et comment avez-vous réagi, Claire, quand vous avez appris la nouvelle? Euh, je n'étais pas surpris. Je pensais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu plus sérieux que tremblement essentiel. C'est sûr que ça fait réfléchir pour l'avenir, surtout pour les enfants, puis qu'est-ce qui va m'arriver, comment je vais réussir à faire mes choses, puis tout ça. Les finances, il y a beaucoup de choses qui viennent dans cet état-là. Pour dire, j'étais triste, mais pas défaite. Mhm. J'ai accepté quand même assez rapidement que j'avais la maladie, puis il fallait que je fasse face à certaines choses. Et puis, est-ce que vous avez annoncé la nouvelle assez rapidement à vos enfants et à votre famille, vos amis? Oh oui, la famille, les amis proches, je l'ai annoncé la minute que je l'ai su. Certains endroits dans ma vie, j'ai été plus prudente. Les employés, au travail, les collègues, j'ai attendu. Je l'ai dit à mon patron, parce que quelqu'un au travail devrait le savoir, en cas qu'il arrive quelque chose. Mais en principe, le monde autour de moi qui sont proches, ils l'ont su tout de suite. Et dans les premières années de votre diagnostic, comment est-ce que votre vie a changé?
Dans les premières années, j'ai continué à travailler, puis je pensais de travailler pour longtemps, jusqu'à 65 ans, mais ça, c'est pas de même que ça c'est arrivé. Alors, il a fallu que j'arrête de travailler en 2017. Ça, j'ai eu de la grosse peine de cœur à cause de ça, parce que je pensais vraiment de pouvoir continuer, et puis il faut ainsi faire face, et puis accepter. Mais j'ai tout fait ça l'année après que j'ai arrêté de travailler. Ainsi, il faut remplir la journée. On est habitué d'un un tel rythme d'activité et puis tout ça. Euh, oui, il y a eu une grosse période d'ajustement, surtout quand j'ai arrêté de travailler, mais je me suis dit, ben c'est ça ma vie maintenant, faut continuer. Quand même, ça m'a frappé quand on s'était parlé au mois de décembre. Vous Oui. m'aviez parlé d'un traumatisme. Vous avez employé le mot traumatisme quand vous revoyez, quand vous repensez à cette période-là de votre vie, parce que quand même, il fallait faire un switch, il fallait repenser à ses projets de vie. Ça a été très Ah oui, difficile. c'est sûr, parce que c'est surtout quand j'ai arrêté de travailler que j'ai trouvé ça vraiment difficile à essayer de tout à coup tout changer. Parce que c'est comme ça que c'est arrivé. Je ne sais pas avec d'autres gens comment ça arrive, mais moi, c'est comme ça que c'est arrivé. J'avais l'intention de travailler, puis là, il fallait que faut diminuer les dépenses, faut penser à toutes ces choses-là. Puis j'ai pris des risques, j'ai pris certaines décisions pour mon bien-être, pour être plus à l'aise. Et puis ça l'a vraiment aidé. J'étais chanceuse que ça a tout fonctionné, mais des fois, il faut changer les choses en conséquence. On n'a pas de choix. Vous avez dû repenser à vos finances, évidemment, parce que quand on tombe à la retraite 10 ans plus tôt que prévu, ça a un Oui. impact sur les finances. Mais en même temps, je sais, en raison de votre Parkinson, que vous avez dû adapter votre maison à vos besoins. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des changements, des rénovations que vous avez faites dans votre maison? Les rénovations, je les ai faites en principe l'année passée, mais il faut toujours être consciente parce que ça peut être dangereux dans une maison si les choses ne sont pas comme ils devraient l'être. Ça fait longtemps que je fais poser des barres d'appui parce que j'ai de la misère à marcher parfois, puis j'utilise une marchette. Alors, il a fallu que je me débarrasse des meubles, faire un gros ménage. Mais l'année passée, c'est l'année où j'ai décidé, je mettais des sous de côté, un petit peu ici et là, et puis j'ai décidé de faire des gros changements l'an passé. Vous avez fait des changements dans votre salle de bain, par exemple, pour qu'elle soit plus Oui, sécuritaire pour c'était vous? les plus gros changements parce que moi, j'ai tendance à être étourdie quand je prends une douche et puis je me suis débarrassée du bain. J'ai mis une douche et puis avec un siège built-in, là, il y a beaucoup de barres d'appui. C'est tout fait pour ma sécurité. Puis je peux vous dire que ça me rassure beaucoup d'avoir quelque chose comme ça. Mais ça coûte cher. Ça prend beaucoup de Oui. patience quand on fait des rénovations. Mais je suis très contente que je l'ai fait. Dans le passage qui suit, Claire parle de la difficulté d'accéder aux subventions gouvernementales qui l'auraient aidé à défrayer le coût des rénovations qu'elle a dû faire à sa maison pour assurer sa sécurité. Pour les dons, d'habitude, c'est un lifetime, c'est juste une fois que tu peux le recevoir, un tel montant. Puis c'est pas évident. Il faut vraiment courir après. Puis j'ai décidé de juste utiliser mes propres sous pour ce fois-ci. Et puis, il va y avoir d'autres choses, tout probablement dans l'avenir, que je vais avoir de besoin. Alors, c'est là que je vais aller chercher peut-être les dons qui sont OK. disponibles à ce temps-là. Parce que vous aviez parlé de, je pense, vous avez investi presque 15 000 environ dans vos rénovations. Hein? Ça coûte très Ah, cher oui, rénover une salle de bain. oui, puis la cuisine, puis débarrasser des meubles, puis des choses comme ça, parce que avec la marchette, il faut avoir la place pour manœuvrer, pour bouger, puis tout ça. Oui, c'est pas évident avec le gouvernement, avec les dons, je devrais dire.
l'information n'est pas donnée. Faut vraiment aller chercher l'information. Puis je suis tellement reconnaissante que j'ai au moins la santé et la volonté de le faire, parce que c'est pas tout le monde qui sont atteints avec la maladie qui sont en mesure de le faire. Puis je trouve ça un petit peu triste parce que ça devrait être plus facile. Alors, c'est difficile d'accéder à l'information. Et puis, une fois qu'on a l'information, est-ce qu'il y a beaucoup de papiers à remplir et à faire signer? Un exemple, comme je suis sur l'assurance avec mon travail, et puis ça diminue maintenant, mais au début, là, le nombre de papiers que je remplis, c'est épouvantable. Il y a des gens qui vont chercher un avocat pour faire ça. Moi, je l'ai toujours fait moi-même. Puis même à ça, comme dans les années, les 2 dernières années, j'ai beaucoup de misère à dactylographier à cause que j'ai des problèmes avec des dextérité avec mes mains et tout ça. Et puis, il devrait y avoir comme audio, des formulaires sur audio pour les gens comme nous. C'est difficile pour moi d'écrire et puis de remplir ces formulaires-là. Il y a beaucoup de choses qui devraient être faites pour notre condition. Il y en a d'autres avec ces problèmes-là aussi. Puis justement, avec les papiers, est-ce que des fois, il faut courir les signatures des spécialistes, des médecins, Ah oui. Ouais. Alors, c'est pas facile quand on a des problèmes de mobilité de se promener d'une place à l'autre juste pour aller chercher des signatures. Les signatures, il faut payer pour, ça coûte cher. C'est vraiment pas bien pensé dans certains endroits. Mais c'est pas parce que le monde ne veut pas, puis c'est parce qu'ils ne vivent pas. Quand tu vis Ouais. une situation comme ça, c'est là que tu vois qu'il manque des choses. Il y a des choses à améliorer dans ce sens-là. Puis je sais que vous avez investi dans votre maison parce que vous voulez rester chez vous. Quand on s'était parlé au mois de décembre, vous aviez dit que vous étiez bien chez vous et que vous vouliez rester le plus longtemps possible. Pourquoi c'est important pour vous d'être dans votre maison, dans vos affaires? Je suis vraiment à l'aise chez moi. J'ai beaucoup d'amis qui sont proches, sont tout près de moi. Et puis, je suis habituée, je sais où sont les magasins pour faire mes courses et tout ça. Et puis, j'ai une petite cour en arrière. Je vais m'asseoir là l'été pour le matin pour mon café, des fois, des choses comme ça. Je suis très à l'aise chez moi. Je veux rester le plus longtemps possible. Je vais tout faire pour essayer de m'assurer que je reste ici. Vous semblez être une personne très résiliente. Est-ce que c'est inné chez vous? Est-ce que vous avez toujours été comme ça dans la vie? Vous abordez les défis et puis vous les prenez de front? Oui, j'ai toujours été comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais les défis, des fois, ça me motive beaucoup, beaucoup. Trouver une solution, il me semble que ça fait. Je suis fière de moi. Je me sens bien dans ça. C'est sûr qu'il ne faut pas trop. Des gros défis, c'est pas pareil, là, mais les défis au quotidien, j'aime ça, améliorer ma vie, puis tout ça. Et puis, je pense que c'est comme ça aussi que vous entrevoyez le Parkinson, comme un défi à relever. Puis c'est presque un défi à relever au quotidien parce que, comme vous dites, il y a toujours des changements qui s'opèrent. C'est une maladie dégénérative, alors il faut vraiment comprendre que ça ne va pas être statique et puis ça va changer, des fois rapidement, des fois lentement. Et puis, c'est pas que je veux faire le focus là-dessus du tout, c'est qu'il faut être réaliste. Et puis, on s'attend de certaines choses et puis il y a d'autres choses qui arrivent on n'a pas prévues. Mais il faut s'adapter tout le temps. Vous nous avez dit aussi que vous êtes une personne qui n'avait pas tendance à vous apitoyer sur le passé, mais vous êtes plutôt tourné vers l'avenir. Est-ce que vous voyez l'avenir avec optimisme? Je dirais oui, mais non aussi. Comme j'ai dit, il faut être réaliste. Il faut
il faut vraiment reconnaître qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver. Il faut planifier en conséquence, mais moi, j'ai toujours l'espoir qu'il va y avoir une cure. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'ils sont proches d'une cure pour le Parkinson. C'est sûr qu'on va avoir des moments difficiles. On va tous les vivre, tout le monde. C'est juste, il faut se revirer de bord puis reprendre notre beat, notre rythme. Ouais. Puis, il faut se permettre aussi, je pense, d'avoir nos moments de découragement. Oui, absolument. Absolument. C'est la vie, hein? C'est comme ça. Vous, qu'est-ce qui vous aide quand vous avez des moments de découragement? Qu'est-ce qui vous remonte le moral, comme on dit? Demain, c'est une autre journée. Peut-être une mauvaise journée aujourd'hui, une mauvaise semaine. C'est tellement facile de descendre dans être malheureuse, puis tout ça, et se prend pitié de nous-mêmes, mais ça l'aide pas. Ça change rien. Alors, j'essaie le plus possible de voir les belles choses, les bonnes choses dans la vie. C'est sûr que j'ai pas toujours le succès, mais j'essaye. Puis justement, en parlant de belles choses, avec la retraite, je sais que vous avez redécouvert des passions de jeunesse. Quand on s'était parlé à l'hiver, en décembre, vous m'aviez dit que quand vous étiez jeune, vous étiez bonne en art, en poésie et en mathématiques. Alors, je pense que vous avez décidé premièrement, au début de votre vie, de suivre le chemin des mathématiques. Peut-être que ça allait être plus rentable au niveau carrière, mais Oui. là, vous avez redécouvert, je pense, votre amour pour l'art. Je voulais aller à l'école pour les arts, et puis mes parents m'ont conseillé de peut-être aller dans le commerce. C'était plus stable. Et puis évidemment, j'ai suivi leurs conseils. Mais j'ai fini par vraiment aimer mon travail énormément. J'ai adoré mon travail. C'est une des raisons pourquoi j'étais tellement traumatisée lorsque il a fallu que j'arrête de travailler. Je ne sais pas si j'ai retrouvé l'art ou ça m'a retrouvé, je ne suis pas sûre. C'est juste arrivé comme ça. J'ai toujours dessiné, je faisais toujours des dessins quand j'étais jeune. La poésie, non, ça m'est venu plus tard. Mais tout ce qui est de l'art, j'ai toujours été intéressée, un grand intérêt. Et puis, lorsque j'ai arrêté de travailler, j'ai commencé à faire de la peinture, peindre les arts abstraits. Je ne sais pas si vous les voyez, c'est toutes Oui, mes peintures. Et puis, là, je me suis aperçue que je n'avais pas trop d'inquiétude et puis le temps passait vite et puis j'étais encouragée, inspirée. Je me sentais bien. Alors, j'ai continué. oui, vous aviez dit que l'art, en fait, quand vous êtes en train de créer, Oui, vous avez dit que ça vous donne un gift of time. Vous avez l'impression de regagner peut-être un peu de temps, parce que vous ne voyez pas le temps passer. c'est ça. Puis, c'est dû à ça aussi que j'ai pu redécouvrir l'art. Parce que quand je travaillais plusieurs heures, des fois 12 heures par jour. Alors, il n'y a pas grand temps pour les loisirs. Et puis, là, je me retrouve dans une situation. En plus, les finances et puis la comptabilité, c'est très structuré. Mais là, j'ai le goût de faire des choses qui ne sont pas structurées. Puis, l'art abstrait, c'est comme ça. Alors, je me sens libérée comme ça aussi de faire ça. En plus, je ne suis pas personne. Je suis, comment ils disent ça, autodidacte Autodidacte, oui. et puis autonome dans mes arts. J'ai pas le goût de suivre personne. Je fais ce que je veux quand je veux. Et puis, je m'amuse très bien. Euh, il y a eu comme une guérison avec ça. Ça se peut-tu? Oui, absolument. Et Oui. puis, comment est-ce que vous avez comment est-ce que la poésie est venue à vous? Pourquoi vous avez commencé à écrire de la poésie en particulier? Je ne sais pas. C'est juste que quand on s'exprime avec la poésie,
on peut s'exprimer émotionnellement sans trop dire de nous-mêmes. On peut s'exprimer en général. Et puis, j'aime beaucoup ça parce que je suis une personne quand même assez privée et puis réservée. Alors, mais très émotionnelle quand même. Ça, on dirait que les lieux vont pas ensemble, mais c'est comme ça pour moi. Puis je trouve la poésie, encore une autre fois, c'est un genre de guérisson parce que je peux mettre sur papier qu'est-ce que je ressens et puis j'essaie toujours d'être positive. Alors, des fois, ça remonte le moral juste comme ça. Et qu'est-ce qui vous inspire, Claire? Quel thème est-ce que vous aimez explorer dans votre art, dans votre peinture, dans votre écriture? J'essaie tout le temps des nouvelles choses à faire, première des choses, parce que je suis pas personne, ça vient vraiment de l'intérieur à l'extérieur. Et puis, j'ai pas peur d'essayer des différentes choses, qui fait que, comme le mélange de la peinture pour avoir une certaine couleur, pour créer de la profondeur dans mes peintures. J'essaie toutes sortes de choses. J'ai pas beaucoup de sous, alors faut vraiment, j'utilise mon imagination. Puis ça me va aussi. On dirait le moins que j'ai, le plus que, je sais pas comment l'expliquer, tu deviens très créative avec ça. Puis là, c'est rendu un point que le monde aime qu'est-ce que je fais. Et puis, si on a la peinture supplémentaire ou quoi que ce soit, ils vont me le donner. Ils vont faire des dons, comme ils vont me donner des choses. Mais moi, je fais des peintures, je les donne aussi. Hein. Je sais que l'écriture est une activité assez solitaire, Oui. mais pour la peinture, est-ce que vous avez des fois un groupe avec qui vous retrouvez pour peindre ou c'est vraiment quelque chose que vous aimez faire seul à la maison? J'aime plutôt ça tout seul, solitaire, mais je fais partie de Retraite active de Mississauga Peel, Brampton. C'est un groupe de retraités très, très actifs. Et puis même durant la pandémie, on fait toutes les choses par Zoom. Des gens âgés qui font du Zoom. Mais c'est bien parce que ça l'a vraiment. Ça, c'est une autre chose qui m'a sauvée parce que l'isolation de la pandémie, tout ça, c'est pas facile de passer ces temps-là, de passer à travers. Et puis, je sais que j'ai toujours un sourire quand je finis mes réunions avec. On fait des cours d'art sur Zoom, on chante, on a une chorale. On fait des activités comme le pilates, des choses comme ça, de l'exercice. Je pense que vous avez été impliquée avec un autre groupe. Vous avez été présidente. C'était pas en français, mais c'était pour le Parkinson spécifiquement, je pense. Hein? Oui, j'ai été le leader pour le groupe sport en ligne pour Parkinson Canada. Et j'ai fait ça pour une couple d'années, 2-3 ans, que j'ai beaucoup aimé, mais là, je suis trop occupée avec d'autres affaires. Alors, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la relève, mais j'étais responsable pour aller chercher des invités, puis des choses comme ça pour nos membres. C'était pas évident non plus, parce qu'avec Zoom, c'est pas toujours facile. Mais là, ça développe beaucoup Zoom, je crois, hein? Parce qu'il y a beaucoup de réunions qui se font en Zoom. Alors, ça l'améliore, mais c'était un beau défi. Oui. Est-ce que ça vous a aidé aussi à apprendre Ben, à mieux connaître le Parkinson, puis aussi à accepter la maladie en entendant les expériences des autres? je crois que j'ai appris le plus avec ce groupe-là. C'est incroyable quand tu partages du cœur comme ça, les choses que tu te rends compte, les choses deviennent plus acceptables, des choses comme ça. Et tu peux lire tant que tu veux, mais l'interaction humaine, c'est toujours la meilleure chose. Vraiment, pour moi, ça a été je fais encore partie du groupe et puis j'aime beaucoup les réunions.
Je trouve que ça m'apporte beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est l'impact que le Parkinson a sur votre art, parce que vous me disiez qu'à un moment donné, vous avez dû adapter votre façon d'écrire ou votre façon de peindre à cause de vos symptômes qui évoluent constamment. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de comment vous avez dû vous adapter dans votre façon d'écrire, dans votre façon de peindre? Ça continue en passant. C'est que avec le Parkinson, moi, c'est le côté gauche en principal. C'est toujours un côté ou l'autre, je crois. Hein? Et puis, il y a une chance que ça va mieux sur le côté droit, puis des fois, non. Moi, c'est arrivé dans mon côté droit en 2019. Puis j'étais un peu découragée, je dois vous avouer. Mais là, je me suis dit, non, 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 non. Il faut que je continue. Il faut que je trouve des façons de continuer parce que j'aime trop ça. Alors, j'ai de la misère à découper, j'ai de la misère à écrire, j'ai de la misère à dessiner. À moins que les médicaments fonctionnent à 100%, j'ai beaucoup de misère avec certaines choses. Mais je m'en sors bien. Je suis tout le temps prêt à essayer de trouver des moyens pour continuer de faire mes... Puis j'arrête pas. Pour ce qui en est de la poésie, j'écrivais, puis après ça, je le mettais à l'écran, à l'ordinateur. Mais là, il faut que je le fais audio dans mon téléphone. Et puis là, je le transmets avec un courriel dans mon ordinateur. J'ai beaucoup de misère à le taper. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile d'écrire votre poésie comme ça? Parce qu'on perd quelque chose, je pense, quand on n'a pas le contact avec la plume et le papier. Oui, ça a été... Franchement, ça a été très difficile pour moi d'accepter ça, mais il a fallu... J'ai toujours la motivation de continuer, alors ça gagne tout le temps, heureusement. Parce que c'est... quand tu tapes, tu peux faire... Surtout quand je fais des textes et tout ça, il faut faire bien attention parce que tu peux taper quelque chose que tu dis... En tout cas, des fois, c'est drôle même. Une chose qui m'avait frappée, c'est que vous m'aviez dit que quand le Parkinson vous met un obstacle, vous trouvez une autre façon d'arriver à vos fins. Ben, c'est ça que j'ai tendance à faire, mais je me tu sais, il y a du monde qui dit, ah, c'est tellement bien que ce que tu fais. J'y pense même pas. On dirait que c'est naturel. Je veux tellement continuer parce que ça m'apporte beaucoup de plaisir, puis de, c'est paisible pour moi. Ça me garde équilibré, si vous voulez. Lors de notre rencontre sur Zoom, Claire m'a montré quelques-unes de ses toiles et j'ai eu l'impression que la nature était une grande source d'inspiration pour elle. Je lui ai donc demandé de nous parler un peu de son rapport à la nature. Oh, la nature, c'est une grosse, grosse, grosse inspiration pour moi. Oui. Ah oui. Si je me sens pas bien ou quelque chose, je visite, je vais prendre des marches je vais à un chalet ou quelque chose comme ça. Je trouve que la nature nous c'est très bon pour la motivation, pour notre bien-être, pour la santé mentale et tout. À la fin de notre entrevue, Claire a gentiment offert de nous lire un de ses poèmes. Nous laissons donc le mot de la fin à Claire. Ça s'appelle Fossiles. Il n'y a pas si longtemps, j'ai porté des fossiles pour un événement. C'était la première fois et je ne savais pas pourquoi. Lorsqu'elle les a collés sur mes paupières, il me semblait peser une tonne. J'essayais d'ouvrir les yeux, j'avais de la misère. Cette idée, rapidement, je l'abandonne. J'ai décidé de persévérer toute la journée une comédie. Pourrait-il tomber dans ma soupe s'il se met à décoller? Tragédie, un œil qui est beau et l'autre qui fait pitié. À l'avenir, le mascara suffira bien après. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une très belle façon de clore notre moment ensemble ce matin. C'est ce qui conclut cet épisode de notre balado. Nous remercions encore notre invitée Claire Gilonardo d'avoir pris le temps de nous parler. Lors de notre entretien, Claire a parlé du support psychologique et social qu'elle reçoit grâce à Parkinson Canada et au groupe Retraite active de Peel. Nous vous invitons à consulter le site web de Parkinson Canada pour plus de renseignements sur cette maladie neurodégénérative. Nous remercions également notre commanditaire, le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement.
Notre partenaire institutionnel, le Centre d'éducation et de recherche sur le vieillissement et la santé de l'Université Lakehead à Thunder Bay, Ontario, ainsi que l'Agence de la santé publique du Canada pour leur soutien financier. Cette série de balados est produite par Joanne Chalifour, chargée de projet, Daniel Hubert, ingénieur du son, et votre animatrice, Ingrid Gagnon. Pour plus d'informations sur notre série, veuillez consulter notre site web au www.dementiadialogue.ca. Si vous avez apprécié la conversation d'aujourd'hui sur les bienfaits des arts sur les personnes qui vivent avec des maladies neurodégénératives, je vous invite à écouter la nouvelle série de balados Arts and Dementia, disponible sur le site de Dementia Dialogue. Merci d'avoir été des nôtres.